Les vents de novembre fouettaient le port de Le Havre, avec une violence qui faisait trembler les vitres des tavernes et siffler les cordages des navires amarrés. Pierre Moreau remontait le col de son manteau rapiécé, ses bottes usées claquant sur les pavés humides du quai Casimir de la Vigne. À 34 ans, cet homme qui avait jadis fait la une des journaux parisiens pour ses explorations audacieuses n'était plus qu'une ombre de lui-même, les cheveux bruns désormais striés de gris prématuré et le regard fuyant ceux qui pourraient encore le reconnaître. Les cicatrices sur ses mains racontaient à 1000 histoires d'aventure, mais son cœur ne portait qu'une seule blessure, celle de la culpabilité qui le rongeait depuis cette expédition maudite au Congo, où sa négligence avait coûté la vie à 3 hommes courageux. « Moreau !» cria Marcel Dubois, le contremaître du port en agitant sa lanterne. « Il y a encore des caisses à décharger du Marie-Claire avant la marée haute. » Pierre hocha la tête sans un mot. Depuis 6 mois qu'il travaillait sur les quais, il avait appris que le silence valait mieux que les explications. Personne ici ne savait qu'il était l'ancien Pierre Moreau de la Société géographique de Paris, celui qui avait cartographié des territoires inconnus et découvert 3 nouvelles espèces d'orchidées rares. Pour eux, il n'était qu'un docker de plus, peut-être un ancien marin tombé en disgrâce, ce qui n'était pas si loin de la vérité. Le vent redoubla de violence, faisant danser les flammes des réverbères à gaz le long des quais. Pierre chargea les dernières caisses de thé en provenance de Ceylan, ses muscles encore solides malgré les mois d'inactivité intellectuelle. Chaque mouvement était devenu mécanique, une façon d'oublier, de ne plus penser à ces visages qui hantaient ses nuits. Bertrand, le jeune cartographe plein d'enthousiasme qui voulait impressionner son héros. Gustave, le guide expérimenté qui lui avait fait confiance aveuglément. Et Paul, le photographe qui rêvait de ramener des images extraordinaires pour sa femme enceinte. Sacrée tempête qui se prépare, marmonna Jacques Lemercier, un vieux loup de mer aux mains noueuses par l'arthrite en observant l'horizon noir où les éclairs commençaient à zébrer le ciel. J'ai jamais vu les mouettes se réfugier si tôt. C'est mauvais signe, ça. Pierre leva les yeux vers la mer, et son instinct d'explorateur, endormi mais pas mort, lui fit froncer les sourcils. Les vagues, déjà hautes de 3 mètres, grossissaient à vue d'œil, et le baromètre de la capitainerie devait être en chute libre. Soudain, un rugissement déchira la nuit. Pas le grondement familier du tonnerre, mais quelque chose de plus métallique, de plus désespéré. Pierre laissa tomber sa caisse et courut vers la jetée, suivi par une dizaine d'hommes attirés par le bruit. Au large, éclairé par les éclairs stroboscopiques, un cargo luttait contre les éléments. Le Séraphine, selon les lettres blanches à demi effacées sur sa coque noire. Pierre reconnut immédiatement les signaux de détresse. 3 longs coups de sirène, répétés inlassablement. « Mon Dieu !» souffla Marcel en se signant. « Il va droit sur les rochers de Sainte-Adresse. » C'était le cimetière marin de la région, ces récifs traîtres qui avaient déjà englouti une dizaine de navires au cours du siècle. Par cette tempête, avec cette visibilité nulle et ces courants contraires, le cargo n'avait aucune chance. Pierre sentit son cœur s'emballer, non pas de peur, mais d'une émotion qu'il croyait avoir enterrée, le besoin impérieux d'agir, de sauver des vies. « Il faut prévenir les gardes-côtes !» cria quelqu'un dans le groupe, « et sortir les canots de sauvetage. » Mais Pierre savait qu'il serait trop tard. Les gardes-côtes étaient basés à 15 km, et par cette mer déchaînée, leurs embarcations mettraient 1 heure à arriver. 1 heure que les naufragés n'avaient pas. Il observa la trajectoire du navire, calcula mentalement la force du vent, la direction des courants. Son cerveau d'explorateur se remettait en marche malgré lui, analysant, planifiant, cherchant une solution. Le fracas fut épouvantable. La coque du Séraphine heurta les rochers avec un bruit de ferraille torturée qui glaça le sang de tous les témoins. Le navire se coucha sur le flanc, battu par les vagues qui déferlèrent maintenant à plus de 5 mètres de hauteur. Dans la lumière blafarde des éclairs, on pouvait voir des silhouettes s'agripper au bastingage, certaines tombant déjà à la mer. « Les barques !» hurla Pierre, retrouvant soudain sa voix de commandement. « Il faut prendre les barques de pêche. Qui sait naviguer par gros temps ?» 3 hommes levèrent la main, dont le vieux Jacques. « Pas toi, Jacques, tu as des rhumatismes. Marcel, Alphonse, et toi, Henri, vous venez avec moi. Les autres, préparez des cordes, des couvertures, et allumez tous les braseros que vous pouvez trouver sur la plage. » Pierre courut vers les embarcations tirées sur le sable, son corps retrouvant instinctivement les gestes du marin qu'il avait été dans sa jeunesse. Il choisit la Belle Normande, une barque solide aux lignes élancées, conçue pour affronter les tempêtes. Ses mains tremblaient légèrement en vérifiant les avirons et la voile, non pas de peur, mais d'une émotion plus profonde. Pour la première fois depuis des mois,
Il allait peut-être pouvoir racheter une partie de ses fautes. « Pierre, tu es fou !» cria Marcel en l'aidant à pousser l'embarcation vers les flots écumants. « Par cette mer, on va tous y rester !» Pierre le regarda droit dans les yeux, et Marcel y vit briller une flamme qu'il ne lui connaissait pas. « Peut-être, mais on ne peut pas les laisser mourir sans rien faire. J'en ai assez de fuir mes responsabilités. » Il ne dit pas le reste, mais ses compagnons comprirent. Cet homme mystérieux qui travaillait avec eux depuis des mois était peut-être en train de révéler sa véritable nature. La barque fendit les premières vagues avec violence, projetant des gerbes d'eau glacée sur les 4 hommes. Pierre tenait la barre avec une assurance qui surprit ses compagnons, naviguant entre les creux et les crêtes avec une précision quasi surnaturelle. Il connaissait la mer, ses humeurs, ses pièges. Chaque vague était un défi qu'il acceptait, chaque rafale de vent un obstacle qu'il contournait avec habileté. L'explorateur en lui renaissait, guidé par cette boussole morale qu'il avait désertée après le drame africain. Ils atteignirent l'épave en 15 minutes qui leur parurent des heures. Le Séraphine gisait sur le flanc, à moitié submergé, sa coque éventrée laissant échapper des débris et du fuel qui formaient une nappe irisée sur les flots. Des cris déchiraient la nuit, mêlés aux hurlements du vent. Pierre compta rapidement. Une dizaine de survivants s'accrochaient encore aux superstructures, mais combien d'autres avaient déjà été emportés? « Là !» cria Alphonse, en pointant un morceau de bois à la dérive. « Il y a quelqu'un !» Une silhouette humaine s'y cramponnait désespérément, ballottée comme un fétu de paille par les vagues monstrueuses. Pierre manœuvra habilement pour s'approcher, luttant contre le courant qui voulait les entraîner vers les récifs. « Attrapez-le !» Marcel et Henri se penchèrent par-dessus bord, saisissant fermement les bras du naufragé. C'était une femme, inconsciente, ses longs cheveux bruns collés sur son visage livide par l'eau salée. Elle portait une longue cape de voyage trempée et une robe de qualité maintenant déchirée et souillée. Mais ce qui frappa Pierre immédiatement, ce fut l'élégance naturelle qui émanait d'elle malgré son état, et surtout cette trousse de cuir qu'elle serrait encore contre sa poitrine, même évanouie. Une trousse de médecin, reconnut-il immédiatement. Ils la hissèrent à bord avec précaution, Pierre ôtant immédiatement sa veste pour la couvrir. Elle respirait, faiblement mais régulièrement. « Elle va s'en sortir », murmura-t-il, surpris par le soulagement qu'il ressentait à sauver cet inconnu. Il y avait quelque chose en elle, une aura familière qu'il n'arrivait pas à identifier, mais qui réveillait en lui des émotions enfouies. Le sauvetage dura 2 heures. Ils firent 4 allers-retours, ramenant 14 survivants au total, dont 3 blessés graves et un enfant de 8 ans qui pleurait pour sa mère disparue dans les flots. Pierre coordonnait les opérations avec une autorité naturelle retrouvée, dirigeant chaque manœuvre, calculant chaque risque, transformant ce qui aurait pu être un massacre en un sauvetage héroïque. Sur la plage, une foule s'était assemblée, des femmes préparant des boissons chaudes, des hommes alimentant les feux, tous unis dans cette solidarité instinctive que provoquent les catastrophes. Quand ils ramenèrent la dernière fournée de survivants, l'aube pointait timidement à l'horizon, rosée et paisible comme si la tempête n'avait été qu'un cauchemar. Pierre porta lui-même la femme médecin jusqu'à l'infirmerie improvisée installée dans l'entrepôt du port. Elle avait repris conscience durant le trajet, mais n'avait pas prononcé un mot, se contentant de le regarder avec des yeux verts intenses qui semblaient le scruter jusqu'à l'âme. Il y avait dans ce regard quelque chose de troublant, une reconnaissance qu'il ne comprenait pas. « Comment vous appelez-vous » lui demanda-t-il doucement en la déposant sur un lit de fortune. Elle hésita un long moment, comme si elle pesait sa réponse. « Élise. Élise Dubois », finit-elle par répondre d'une voix rauque par l'eau salée. « Je suis médecin. Il faut que je soigne les autres blessés. » Malgré sa faiblesse, elle tentait déjà de se relever, mue par cette conscience professionnelle qui caractérise les vrais soignants. Pierre l'aida à s'asseoir, frappé par la détermination qui émanait de cette femme. « Reposez-vous d'abord. Vous avez failli mourir cette nuit. » Elle secoua la tête, écartant les mèches humides de son visage. « J'ai survécu, c'est tout ce qui compte. Et vous, qui êtes-vous? Vous n'avez pas navigué comme un simple docker. Je vous ai observé pendant le sauvetage. » Son regard perçant mettait Pierre mal à l'aise, comme si elle pouvait lire en lui des secrets qu'il préférait garder enfouis. « Pierre Moreau, » répondit-il simplement. « Je travaille sur les quais. » Il ne mentait pas vraiment, mais il taisait l'essentiel. Élise hocha la tête, mais il eut l'impression qu'elle n'était pas dupe de ses réticences. « Eh bien, Pierre Moreau des quais, vous m'avez sauvé la vie, et je n'oublie jamais mes dettes. » Il y avait dans sa voix une gravité qui dépassait la simple reconnaissance, comme si ces mots portaient un poids particulier. 3 jours après le naufrage, le port de Le Havre avait retrouvé son rythme habituel,
mais l'atmosphère demeurait chargée d'une émotion particulière. Les survivants du Séraphine logeaient temporairement dans l'auberge du phare normand, en attendant les formalités administratives et les arrangements pour leur voyage de retour. Pierre avait repris son travail de docker, mais il ne pouvait s'empêcher de jeter des regards furtifs vers l'établissement chaque fois qu'il passait devant. Quelque chose en Élise Dubois le troublait profondément, une familiarité inexplicable qui le hantait jour et nuit. Ce matin de novembre était particulièrement brumeux, et le docteur Élise se tenait sur le quai, observant la mer d'un gris métallique qui se confondait avec l'horizon. Elle avait retrouvé des forces et soignait bénévolement les marins blessés du port, s'attirant rapidement le respect de tous. Vêtue d'une robe marine simple mais élégante, ses cheveux bruns relevés en un chignon strict, elle dégageait une autorité naturelle que Pierre admirait secrètement depuis 3 jours. Ses gestes précis lors des pansements, sa voix douce mais ferme avec les patients, tout en elle respirait la compétence et la compassion. « Vous évitez de me parler », dit-elle soudain sans se retourner, ayant senti sa présence derrière elle. Pierre sursauta légèrement, surpris par cette perspicacité. Il s'approcha lentement, ses bottes résonnant sur les planches humides du débarcadère. « Je ne voulais pas vous importuner, docteur. Vous devez avoir beaucoup de choses à organiser. » Elle se tourna enfin vers lui, et il fut frappé une nouvelle fois par l'intensité de son regard vert, comme si elle cherchait à percer un mystère dans ses yeux. « Organiser quoi ? Mes bagages ont coulé avec le navire, ma pratique médicale était itinérante et je n'ai plus ni famille, ni attache nulle part. » Sa voix portait une mélancolie qu'elle tentait de dissimuler derrière un sourire courageux. « En fait, monsieur Moreau, vous m'intriguez bien plus que mes propres problèmes. Un homme qui navigue comme un capitaine expérimenté, qui commande avec l'autorité d'un chef d'expédition, mais qui prétend être un simple docker. Vous me permettrez d'avoir des doutes. » Pierre sentit son sang se glacer. Personne ici ne connaissait son passé, et il tenait à ce que cela reste ainsi. « Je ne vois pas ce que vous voulez dire, docteur. J'ai grandi près de la mer, c'est tout. » Élise s'approcha d'un pas, et il remarqua une petite cicatrice sur sa tempe droite, probablement récente. « Pierre Moreau, ce nom me dit quelque chose. Et vos mains? Ces cicatrices ne viennent pas du travail portuaire. Elles racontent des histoires de cordes, de machettes, d'escalades difficiles, des mains d'explorateurs. » Le cœur de Pierre battait maintenant à tout rompre. Cette femme était dangereusement perspicace, et il ne pouvait pas se permettre que son identité soit révélée. « Vous vous trompez, docteur. Je pense que le choc du naufrage vous fait imaginer des choses. » Il tourna les talons pour partir, mais la voix d'Élise l'arrêta net. « Vous aviez une cicatrice en forme de croissant sur l'épaule droite. Une blessure de jeunesse que vous aviez reçue en tombant d'un pommier à 8 ans. » Pierre se figea complètement. Personne ne pouvait connaître ce détail si intime de sa vie d'enfant. Il se retourna lentement, le visage livide. Élise le regardait avec une expression mêlée de douleur et d'espoir fou. « Qui êtes-vous vraiment ?» demanda-t-il d'une voix étranglée. Elle ferma les yeux un instant, comme pour puiser du courage au fond d'elle-même. « Je m'appelle Élise Beaumont. Du moins, c'était mon nom il y a 8 ans, avant que je ne disparaisse de votre vie la veille de notre mariage, Pierre, avant que je ne devienne la femme que vous avez sauvée de ces eaux glacées. » Le monde sembla s'arrêter autour de Pierre. Les bruits du port s'estompèrent, les cris des mouettes devinrent lointains, et il ne resta plus que cette révélation qui explosait dans son esprit comme un coup de tonnerre. Élise, sa fiancée Élise, celle qui avait disparu mystérieusement le 14 septembre 1881, la veille de leurs noces, celle qu'il avait cherchée partout pendant des mois avant de sombrer dans l'amertume et de fuir Paris pour ses dangereuses expéditions. « C'est impossible », murmura-t-il, reculant d'un pas comme si elle était un fantôme. Élise est morte, ou partie avec un autre homme. Je ne sais pas, mais elle n'existe plus depuis 8 ans. Les yeux verts de la jeune femme se remplirent de larmes contenues. Je ne suis jamais morte, Pierre, et il n'y a jamais eu d'autre homme. Il y a eu autre chose, quelque chose que je n'ai jamais pu te dire, que je ne pouvais pas te dire sans te mettre en danger. Pierre sentit une colère sourde monter en lui, mêlée à une douleur qu'il croyait avoir enfouie à jamais. Quel danger! Quelle excuse peux-tu bien invoquer pour justifier 8 années de silence? Sais-tu ce que j'ai enduré? Sais-tu que j'ai failli devenir fou à te chercher partout, à interroger tous tes amis, ta famille, les hôpitaux, les convents? Sa voix montait malgré lui, attirant les regards curieux des marins qui passaient. Élise posa une main apaisante sur son bras, mais il la repoussa violemment. « Pierre, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Pas ici. Trop d'oreilles indiscrètes. Retrouve-moi ce soir à la chapelle Saint-Michel, celle qui surplombe la baie. Tu te souviens? C'est là que tu m'avais demandé en mariage. »
Comment aurait-il pu oublier cette petite chapelle abandonnée où ils allaient se promener le dimanche, où ils avaient échangé leur premier baiser, où il avait rêvé de leur avenir commun? Le voir invoqué dans ces circonstances lui faisait l'effet d'une profanation. « Je ne te dois rien, Élise. Ni écoute, ni pardon, ni même reconnaissance pour t'avoir sauvé. Tu n'étais qu'une inconnue dans ces eaux, et tu aurais dû le rester. » Il mentait, bien sûr. Depuis 3 jours, il ne pensait qu'à elle, troublé par cette attirance inexplicable qu'il ressentait pour cette femme mystérieuse. Maintenant, il comprenait pourquoi. Son cœur avait reconnu avant sa raison celle qui avait été le grand amour de sa vie. Élise ne répondit pas immédiatement. Elle le regarda s'éloigner de cette démarche raide qu'elle lui connaissait si bien quand il était contrarié, puis murmura assez fort pour qu'il l'entende. « Mon père n'est pas mort de maladie comme tout le monde le croit. Il a été assassiné parce qu'il avait découvert un réseau de contrebande qui impliquait des gens très haut placés. J'ai dû fuir pour sauver ma vie, et la tienne par la même occasion. » Pierre s'arrêta net, mais ne se retourna pas. Les mots d'Élise résonnaient dans son esprit, réveillant des souvenirs troublants. Monsieur Beaumont, ce notaire respecté qui était mort subitement d'une crise cardiaque, 2 semaines avant le mariage. Pierre avait trouvé étrange que sa mort survienne si peu de temps après qu'il lui eût confié ses inquiétudes sur certains de ses clients douteux. Et puis il y avait eu cette visite nocturne de 2 hommes élégants mais menaçants, le lendemain des funérailles, qui avaient posé des questions bizarres sur les papiers du défunt. « 9 heures ce soir, Pierre », insista Élise d'une voix suppliante. « Si tu as jamais éprouvé le moindre sentiment pour moi, accorde-moi au moins cela. Après, si tu veux que je disparaisse à nouveau de ta vie, je le ferai. J'ai appris à devenir invisible. » Il y avait dans sa voix une lassitude infinie qui serra le cœur de Pierre malgré sa colère. 8 ans de fuite, de changement d'identité, de solitude. Quel enfer avait-elle vécu pendant qu'il la maudissait? Le reste de la journée passa dans un brouillard étrange pour Pierre. Il effectua machinalement ses tâches de docker, mais son esprit était ailleurs, oscillant entre la colère, l'incrédulité et une joie sourde qu'il refusait d'admettre. Élise était vivante. Élise était là, à quelques centaines de mètres de lui, la femme qu'il avait aimée passionnément, qu'il avait pleuré, qu'il avait tenté d'oublier dans les jungles africaines et les dangers mortels de ses expéditions téméraires. Marcel le regardait bizarrement depuis le matin. « T'es tout drôle aujourd'hui, Pierre. On dirait que t'as vu un fantôme. Si seulement il savait comme il avait raison. C'est rien, Marcel. Juste fatigué par le sauvetage de l'autre nuit. » Mais le vieux contremaître n'était pas dupe. Il avait remarqué les regards échangés entre Pierre et la belle doctoresse, et son instinct de Normand lui disait qu'il y avait anguille sous roche. À 8 heures du soir, Pierre était déjà en route vers la chapelle Saint-Michel. Il avait beau se répéter qu'il n'irait que pour avoir des explications, qu'ensuite il tournerait définitivement la page, son cœur battait comme celui d'un adolescent au premier rendez-vous. Le sentier qui menait à la chapelle était escarpé et glissant par cette humidité automnale, mais il le connaissait par cœur. Combien de fois avait-il gravi cette côte avec Élise, riant de ses efforts pour ne pas trébucher dans sa robe longue? La chapelle se dressait sur la falaise comme un phare de pierre blanche dans la nuit naissante. Élise était déjà là, assise sur le muret qui bordait le petit cimetière attenant, contemplant les lumières du port qui scintillaient en contrebas. Elle avait revêtu une cape sombre qui lui donnait des allures romantiques, et Pierre dut lutter contre l'émotion qui l'envahissait malgré lui. Cette silhouette gracieuse, cette façon particulière qu'elle avait de pencher la tête quand elle réfléchissait, tout cela était si cruellement familier. « Je ne pensais pas que tu viendrais », dit-elle doucement sans le regarder. Pierre s'approcha lentement, gardant une distance prudente entre eux. « Moi non plus, mais j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de savoir pourquoi la femme que j'aimais plus que ma propre vie a pu me faire tant de mal. » Sa voix était plus calme maintenant, mais Élise y décela toute la souffrance accumulée pendant ces 8 années de séparation. Elle se tourna enfin vers lui, et dans la lumière tamisée de la lune, il retrouva le visage qu'il avait chéri, à peine marqué par les années mais creusé par une tristesse profonde. Mon père avait découvert que plusieurs de ses clients utilisaient son étude pour blanchir de l'argent sale provenant de la contrebande d'opium. Des gens très influents, des nobles, des industriels, même un député. Quand il a voulu se retirer de l'affaire et les dénoncer, ils l'ont empoisonné. Pierre resta silencieux un long moment, digérant cette révélation qui bouleversait tout ce qu'il avait cru savoir sur la disparition d'Élise. Le vent de mer fouettait la falaise, faisant claquer sa cape autour de ses jambes, et les vagues en contrebas grondaient sourdement contre les rochers. Empoisonnée? Mais enfin, Élise,
Tout le monde a dit qu'il était mort d'une crise cardiaque. Le médecin, les autorités, sa voix trahissait son trouble profond face à ces accusations graves. Le docteur Mercier était corrompu, répondit Élise avec amertume. Il a falsifié le certificat de décès contre une somme considérable. J'ai tout découvert en fouillant dans les papiers de mon père après ses funérailles. Des lettres de menaces, des preuves de chantage, des documents compromettants sur le réseau de contrebande. Papa avait tout gardé, peut-être pour se protéger, mais cela n'a fait qu'accélérer sa mort. Elle sortit de sa cape une enveloppe jaunie par le temps, au bord écorné par de trop nombreuses manipulations. Pierre s'approcha malgré lui, intrigué par ces preuves tangibles. À la lueur de la lune, il put déchiffrer quelques lignes d'une écriture élégante. « Monsieur Beaumont, votre conscience vous honore, mais elle risque de vous coûter cher. Nous espérons que vous saurez faire preuve de discernement. » La lettre était signée d'une simple initiale. « V. Vicomte de Bretigny », murmura Élise en voyant son regard s'attarder sur la signature. « L'un des hommes les plus puissants de Normandie. Mon père gérait ses affaires depuis 15 ans. » « Je me souviens de lui, » dit Pierre lentement. « Il était venu à notre engagement. Un homme séduisant mais avec quelque chose de froid dans le regard. Il m'avait posé beaucoup de questions sur mes voyages, mes contacts à l'étranger. Un frisson lui parcourut l'échine en repensant à cette soirée qui lui avait semblé si joyeuse à l'époque. Combien de serpents s'étaient glissés parmi leurs invités ce soir-là? Élise hocha la tête gravement. « Après la mort de papa, j'ai compris que j'étais en danger. Il ne pouvait pas me laisser vivre en sachant ce que je savais. Mais le pire, Pierre, c'est qu'il t'aurait tué toi aussi. Pas seulement parce que tu étais mon fiancé, mais parce que tes expéditions te menaient dans des pays où ils avaient des intérêts. Tu aurais pu découvrir leur réseau par hasard. » Sa voix se brisa légèrement. « Je ne pouvais pas accepter que tu meures à cause de moi. » Pierre sentit sa colère vaciller face à cette explication. 8 ans plus tôt, il était effectivement en préparation d'une expédition en Indochine, région stratégique pour le commerce de l'opium. Alors tu as préféré disparaître sans un mot? Me laisser croire que tu ne m'aimais plus, que tu avais fui avec un autre? L'amertume perçait encore dans sa voix, malgré sa compréhension grandissante. Tu n'imagines pas l'enfer que tu m'as fait vivre. Chaque jour, Pierre, chaque jour pendant 8 ans, j'ai vécu cet enfer avec toi. Des larmes brillaient maintenant dans ses yeux verts. Tu crois que c'était facile de changer d'identité, de devenir Élise Dubois, de reprendre des études de médecine sous un faux nom? De vivre dans la terreur constante d'être découverte? J'ai dû apprendre à être quelqu'un d'autre, à oublier mes goûts, mes habitudes, même ma façon de rire pour ne pas être reconnu. Pierre observa son visage dans la pénombre, remarquant pour la première fois les signes subtils de cette transformation. Sa coiffure était différente, plus stricte. Sa façon de s'exprimer avait changé, devenue plus mesurée, plus prudente. Même sa gestuelle s'était modifiée. « Pourquoi la médecine ?» demanda-t-il avec une curiosité malgré lui attendrie. Elle sourit faiblement, retrouvant l'espace d'un instant la spontanéité de sa jeunesse. « Pour aider les gens, comme papa m'avait appris à le faire. Et puis, c'était un moyen de voyager, de rester en mouvement, plus difficile à traquer. » Un silence s'installa entre eux, ponctué seulement par le ressac des vagues et le sifflement du vent dans les ruines de la chapelle. Pierre luttait contre des émotions contradictoires. D'un côté, il comprenait maintenant les raisons d'Élise et admirait même son courage. De l'autre, la blessure de l'abandon était encore à vif après toutes ces années. Et maintenant, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi révéler ton identité maintenant? Parce que Vicomte de Bretigny est mort l'année dernière, répondit Élise avec un mélange de soulagement et d'appréhension. J'ai lu sa nécrologie dans un journal à Marseille. Mais son réseau existe peut-être encore, et d'autres hommes dangereux connaissent mon vrai nom. Quand tu m'as sauvé de ce naufrage, quand j'ai vu que c'était toi, j'ai pensé que c'était un signe, que peut-être le destin nous donnait une seconde chance. Pierre se tourna vers elle, et leurs regards se croisèrent pour la première fois depuis le début de leur conversation. Dans ses yeux, il lut toute la souffrance accumulée, mais aussi un espoir fragile qu'elle n'osait exprimer complètement. Une seconde chance? Élise, nous ne sommes plus les mêmes personnes qu'il y a 8 ans. Moi, je ne suis plus l'explorateur intrépide que tu as connu. Je suis devenu un lâche, un homme qui fuit ses responsabilités. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle fronça les sourcils, percevant la douleur dans sa voix. Pierre détourna le regard, incapable de soutenir son regard interrogateur. J'ai tué 3 hommes au Congo, Élise. Par négligence, par orgueil. J'ai voulu forcer un passage dangereux malgré les avertissements de mon guide. Bertrand, Gustave et Paul sont morts à cause de ma stupidité. Sa voix se réduisit à un murmure. Comment pourrais-tu aimer un homme qui a du sang sur les mains?
Élise se leva et s'approcha de lui, posant doucement sa main sur son bras. « Pierre, regarde-moi. » Il obéit à contre-cœur, et elle vit dans ses yeux la même culpabilité qui la rongeait depuis 8 ans. « Tu penses que je ne me sens pas responsable de la mort de mon père? Que je ne me reproche pas de t'avoir abandonné? Nous portons tous les deux nos fardeaux, mais cela ne fait pas de nous des monstres. Ce n'est pas pareil, » protesta-t-il faiblement. « Ton père est mort parce qu'il défendait la justice. Mes hommes sont morts parce que j'étais trop arrogant pour écouter les conseils. » Élise secoua la tête avec fermeté. « Et pourtant, il y a 3 jours, tu as risqué ta vie pour sauver des inconnus. L'homme que j'ai vu commander ce sauvetage n'était pas un lâche. C'était l'homme courageux et généreux dont je suis tombée amoureuse. » Pierre sentit quelque chose se fissurer dans sa carapace de culpabilité. Depuis des mois, il s'était complaisamment enfermé dans son rôle de paria, oubliant que le remords sans action n'était qu'une forme déguisée d'égoïsme. « Tu m'as observé pendant le sauvetage ?» demanda-t-il avec un petit sourire involontaire. J'étais à demi consciente, mais assez lucide pour reconnaître l'homme que j'aimais. Tes gestes, ta façon de prendre les commandes, ton refus d'abandonner, tout cela était bien toi. Élise. Il hésita, puis prit une décision qui l'effraya par sa simplicité. Si nous essayons de recommencer, pas comme avant, nous ne pouvons pas effacer ces 8 années, mais comme 2 personnes qui ont survécu à leurs épreuves et qui ont peut-être appris quelque chose en chemin. Elle le regarda avec une expression d'incrédulité mêlée d'espoir. Tu accepterais, malgré tout ce que je t'ai fait endurer? Nous nous sommes fait souffrir mutuellement, répondit-il en prenant ses mains dans les siennes. Mais nous l'avons fait par amour, pour nous protéger l'un l'autre. C'est peut-être la plus belle preuve d'amour qu'on puisse donner. Élise éclata en sanglots, 8 années de retenue s'effondrant d'un coup. Pierre la prit dans ses bras, retrouvant instinctivement les gestes tendres d'autrefois. « Il faudra du temps », murmura-t-elle contre son épaule. « Nous ne nous connaissons plus vraiment. » Pierre resserra son étreinte, respirant le parfum de ses cheveux, qu'aucun déguisement n'avait pu changer. « Nous avons tout le temps du monde maintenant. » Et puis, il s'écarta légèrement pour la regarder dans les yeux. « J'ai toujours eu envie de découvrir qui était vraiment le docteur Élise Dubois. 2 semaines s'étaient écoulées depuis leurs retrouvailles à la chapelle Saint-Michel, et le port de Le Havre était maintenant baigné des lumières dorées de décembre. Pierre et Élise avaient pris l'habitude de se promener ensemble le soir le long des quais, redécouvrant leurs personnalités respectives avec la prudence de 2 explorateurs cartographiant un territoire inconnu. Le docteur Dubois avait ouvert un petit cabinet médical temporaire dans une ancienne maison de thé près du port, soignant les marins et les familles modestes, avec une générosité qui lui valait déjà une réputation solide. Monsieur Leclerc refuse encore de prendre ses médicaments, soupira Élise en rejoignant Pierre sur le banc, face à la mer, où il se donnait rendez-vous chaque soir. Il prétend que son rhume se guérira tout seul avec du calvados. Pierre sourit, admirant cette femme qui avait trouvé sa voie dans le service aux autres. En 2 semaines, il avait découvert une Élise plus mûre, plus déterminée, forgée par les épreuves, mais ayant conservé cette compassion naturelle qui l'avait d'abord séduit. « Et toi, comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-elle en s'installant à ses côtés. Pierre avait repris son travail de docker, mais quelque chose avait changé en lui depuis leur réconciliation. Il accomplissait ses tâches avec plus d'entrain, retrouvant progressivement cette confiance en soi qu'il avait caractérisée autrefois. Marcel m'a proposé de devenir contremaître adjoint. Il dit que j'ai l'autorité naturelle pour diriger les équipes. Il marqua une pause, puis ajouta avec un sourire timide. J'ai accepté. Élise posa sa main sur la sienne. Un geste simple mais chargé de signification. Ils apprenaient à nouveau à se toucher, à se faire confiance, comme 2 adolescents découvrant l'amour. Je suis fier de toi, Pierre. Tu reprends confiance en tes capacités. Il entrelaça ses doigts aux siens, s'émerveillant encore de la douceur de sa peau malgré le travail médical qui durcissait ses mains. C'est grâce à toi. Ton regard sur moi me réconcilie avec l'homme que j'étais. Le soleil déclinait à l'horizon, transformant la mer en un miroir de cuivre rouge. Des mouettes planaient paresseusement au-dessus des chalutiers qui rentraient de leur journée de pêche, leurs cris mélancoliques ponctuant la conversation des 2 amoureux retrouvés. « Élise, j'ai reçu une lettre aujourd'hui, » dit Pierre en sortant une enveloppe de sa poche. « De la Société géographique de Paris, il me propose de diriger une expédition scientifique en Patagonie, une mission de cartographie et d'études botaniques. » Élise sentit son cœur se serrer. L'ancienne terreur de l'abandon ressurgit malgré elle, mais elle lutta pour garder une voix calme. « C'est merveilleux, Pierre. Tu vas retrouver ta vraie vocation. » Il perçut immédiatement la tristesse dans sa voix et se tourna vers elle avec tendresse. « J'ai refusé, Élise.
Je ne partirai plus jamais sans toi. » Elle le regarda avec stupéfaction. « Mais Pierre, c'est ta passion. Tu ne peux pas renoncer à tes rêves pour moi. »« Mes rêves ont changé, » répondit-il simplement. « Il y a 8 ans, je rêvais de gloire, de découvertes qui porteraient à mon nom. Aujourd'hui, je rêve de construire quelque chose de durable avec la femme que j'aime, de soigner ma culpabilité en aidant les autres, comme tu le fais. » Élise sentit les larmes lui monter aux yeux. Cette maturité nouvelle de Pierre la touchait plus profondément que ses anciens élans héroïques. « Et si nous partions ensemble ?» proposa-t-elle soudain, surprise par sa propre audace. « Pas nécessairement en Patagonie, mais ailleurs. Nous pourrions offrir nos services aux missions humanitaires, aux expéditions scientifiques. Tu apporterais ton expertise d'explorateur, moi mes compétences médicales. » Pierre la regarda avec admiration. Cette femme décidément ne cessait de l'étonner par son courage et sa générosité. « Tu accepterais de quitter ta nouvelle vie ici? Ton cabinet commence à bien marcher. » Élise sourit, retrouvant cet éclat espiègle qu'il lui avait toujours connu. « Ma nouvelle vie, c'est avec toi qu'elle commence vraiment. Et puis, le monde est vaste. Il y a tant de gens à soigner, tant de territoires à explorer ensemble. » Elle marqua une pause, puis ajouta plus sérieusement, « Nous avons tous les deux fui nos démons dans la solitude. Il est temps de les affronter ensemble. » Pierre se leva et lui tendit la main. « Dans ce cas, docteur Dubois, accepteriez-vous d'épouser un ancien explorateur repenti qui rêve de découvrir le monde à vos côtés ?» Élise prit sa main et se leva à son tour, le cœur battant comme au premier jour. « C'est la plus belle proposition d'expédition qu'on m'ait jamais faite, monsieur Moreau. » Ils s'embrassèrent alors que les derniers rayons du soleil disparaissaient à l'horizon, scellant leur retrouvaille par cette promesse d'un avenir partagé. Autour d'eux, le port s'animait des préparatifs du soir. Les pêcheurs qui rentrèrent leurs filets, les familles qui se rassemblèrent pour le dîner, les enfants qui couraient entre les étals du marché. Cette vie simple et authentique qu'ils avaient découverte au Havre leur avait appris l'essentiel, que le bonheur ne se trouve pas dans la gloire ou la fuite, mais dans le partage des joies et des peines du quotidien. 3 mois plus tard, ils embarquaient sur un navire en partance pour Madagascar, où une mission médicale avait besoin de leurs compétences combinées. Pierre avait retrouvé sa passion pour l'exploration, mais tempéré par la sagesse et guidé par l'altruisme. Élise avait découvert qu'on pouvait fuir ses peurs en les affrontant, et que l'amour véritable était celui qui grandissait dans l'adversité partagée. Sur le pont du navire, regardant s'éloigner les côtes normandes, ils savaient que leur histoire ne faisait que commencer. Ils avaient appris que les naufrages de la vie, comme celui qui les avait réunis, peuvent parfois devenir les plus beaux ports de départ vers de nouveaux horizons. L'explorateur repentant et la médecin du navire étaient redevenus Pierre et Élise, mais transformés par leurs épreuves et unis par une complicité plus profonde que leur premier amour de jeunesse. Le vent gonflait les voiles vers l'aventure et cette fois, ils l'affrontaient ensemble.